Bienvenue au podcast Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste. Nous sommes le 14 juillet 2022. Bonjour, ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour ce troisième opus. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'on se prenait pas tellement au sérieux ici. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans le flamboyant pour faire un peu d'autodérision. Cette semaine, on a encore 2 sujets qui vont se multiplier en plusieurs autres. Bon, vous le savez, vous allez en prendre l'habitude, peut-être que vous allez apprécier ça. Je vais parler de 2 choses cette semaine. Le contenu plus survivaliste en tant que tel, c'est-à-dire les réserves. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce qu'on parle justement de pénurie. J'en ai parlé, des gouvernements, des chefs de gouvernement en ont parlé et prennent des mesures pour s'assurer qu'on va bien en pénurie. Je vais vous expliquer ça. Et en deuxième partie, on va parler, encore une fois, de conspirationnisme. Il ne faut pas le dire trop fort. Des fois qu'il y a des journalistes qui écouteraient. Non, on parle de conspirationnisme, mais on ne parle pas d'annoncer les plans des Illuminati et compagnie. Ça, vous allez peut-être en être surpris ou pas, mais ils le font eux-mêmes. Ils indiquent ce qu'ils veulent et comment ils vont le faire. Il faut seulement savoir chercher et il faut savoir le trouver. Non, on va parler des traces, des indices, des marques du conspirationnisme. Et c'est un sujet qui est d'actualité. J'en parle un peu tôt, parce qu'au moment où j'enregistre, c'est un moment X, et il va se passer un peu de temps, et il va y avoir du développement dans ce sujet-là d'ici quelques jours. Mais je vais quand même pas parler du détail du sujet. Mais je vais me servir du sujet pour vous montrer et pour vous illustrer comment les choses fonctionnent. Et je pense que ça devrait peut-être ouvrir les yeux de quelques-uns si vous n'êtes pas déjà conscient de ces phénomènes-là. Eh bien, on va commencer tout de suite. Les réserves. Oui, c'est d'actualité, les réserves, et je ne saurais trop insister auprès de vous pour vous dépêcher d'en constituer le plus vite possible et les plus abondantes possibles. Beaucoup d'entre vous sont des urbains ou des banlieusards et ont très peu, voire pas du tout de lien avec la campagne, la culture du sol, la culture professionnelle du sol et l'élevage des animaux. Je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne entre le moment où une graine est mise en terre et le moment où vous avez de la nourriture dans votre assiette. Et vous allez voir, c'est pas parce que rien ne semble se produire qu'il se produit rien. Vous allez comprendre. Le monde de l'agriculture ou de l'agroalimentaire en tant que tel, c'est comme un gros pétrolier. Il a son air d'aller, et puis quand il décide de s'arrêter, il éteint ses moteurs, en tout cas, il les met à faible régime, et il s'arrête 12 à 13 kilomètres plus loin. Parce que la masse est énorme, parce que il a son air d'aller, et ça prend beaucoup de temps avant que l'eau, la résistance de l'eau, finisse par faire arrêter le pétrolier. En agriculture, c'est pareil. Vous savez, ils vont commencer à préparer des semis quand c'est fait dans des serres, dans le milieu de l'hiver ou au début du printemps. Ils vont préparer des semis, ils vont les transplanter, ça va pousser, on va commencer à avoir des légumes frais à peu près début juin, parfois un petit peu plus vite, parfois un petit peu plus lentement. Là, je parle pour le Québec. Là. Pour la France, pour la Belgique, c'est vraiment différent.
Mais tranquillement, on commence à avoir du frais vers le mois de juin. Et puis, ça dure tout l'été. Vers le mois d'août, c'est le temps des récoltes. C'est le bon moment, par exemple, pour acheter des tomates, si vous n'en faites pas pousser vous-même, parce que là, les liquides, là, ils en ont trop. Et puis, après ça, euh, pendant qu'il y a les ventes à la fin de l'été, il y a toutes les récoltes qui sont envoyées à des entreprises de transformation alimentaire. Certaines vont simplement conserver les fruits et les légumes dans des chambres spéciales, avec une atmosphère différente de celle qu'on respire, pour empêcher le vieillissement. Bon. Et puis, certains vont être simplement mis en conserve, tels quels, ou surgelés. Personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que ça permet on ouvre un sac de surgelé, on prend ce qu'on a besoin, on fait cuire. Mais bon, ça dépend des goûts de chacun. Et puis, il y a une autre partie qui va être vraiment transformée pour faire partie d'ingrédients qui vont être mis en conserve ou mis dans des repas surgelés. Par exemple, le fameux ragoût de boulettes cordon bleu avec des patates. Ben, là-dedans, il y a du bœuf, il y a de la farine pour la sauce, et il y a quelques autres ingrédients, et il y a des patates. Bon, ben, on prend une partie des récoltes, on prend de la viande qui a été abattue récemment, et on fait cuire, on met en conserve, et voilà, ça va passer quelques années au besoin. Mais, pour vous dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte, à moins de faire des recherches, de l'état des récoltes et de l'état des réserves qui vont être dans les entrepôts pendant tout l'hiver jusqu'au début du mois de juin de l'année suivante. Et attention, au mois de juin de l'année suivante, c'est pas les épis de maïs qu'on va trouver dans le frais, là. Ça va être de la verdure qui pousse rapidement. Ça va être de la laitue, ça va être des aromates, ça va être des petits plants de basilic. Mais ce n'est pas des aliments hard qui donnent beaucoup d'énergie. Ceux-là, ils viennent à maturité beaucoup plus tard durant l'été. Ce qui fait que si les réserves qui sont en entrepôt s'épuisent au mois de mars, par exemple, on n'aura pas de nouveaux aliments sur les tablettes, en fait, dans les comptoirs réfrigérés, avant le mois de juin. Et ça peut être un problème assez important. Bon, il y a quelques entreprises au Québec, je pense aux tomates Savoura, qui produisent à l'année. Bon, on est assuré d'avoir des tomates. Est-ce que c'est aussi bon que les tomates de votre potager? Non. Je parle d'expérience, je ne dis pas que c'est pas un bon produit, là. Mais moi, mes tomates de potager ont toujours goûté meilleur et avec plus de saveur que tout ce que je peux acheter au supermarché. S'il n'y a que les tomates Savoura durant l'hiver et que tout le reste qui avait été mis en conserve, surgelé, est épuisé, et que les importations de nourriture, parce qu'on importe beaucoup de nourriture durant l'hiver, et que les importations de nourriture ne suffisent pas à nous alimenter, bien, les tomates Savoura, il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir les acheter. Parce qu'il va rester à peu près que ça dans le frais durant l'hiver. Et imaginez-vous le prix que ça va atteindre. Il y a quelques années, on avait eu une petite crise alimentaire, en fait, au niveau des approvisionnements étrangers. Et écoutez, le petit pied de brocoli, tout chenu, tout minable, tout petit, ça coûtait 4 ou 5 dollars. Le céleri en sac, un pied de céleri, là, je pense que ça coûtait 8 ou 8,50 $. C'était ridicule. Mais bon, je veux dire, quand il n'y a pas de crise, il peut y avoir des petits secteurs ou des domaines de l'alimentation qui, eux, connaissent des grandes augmentations de prix parce que les récoltes n'ont pas été bonnes pour ce légume-là en particulier. Mais quand c'est tous les légumes, ça pose un sacré problème.
Et c'est là que ça devient important d'avoir des réserves. Maintenant, qu'est-ce que sont des réserves pour un prepper? Ça, c'est une bonne question, puis je vais vous prendre un exemple d'un collègue à mon travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai le don de trouver les preppers dans mon environnement de travail. Ça fait plusieurs que je trouve depuis 2 ans peut-être. Et puis, c'est des gens, ça ne paraît pas, ils n'en parlent pas vraiment, mais à quelques mots qu'ils emploient, à quelques manières de penser qui démontrent lors des conversations, ben, je réussis à savoir un peu vers quoi ils s'enlignent. Et puis avec 2 ou 3 petites questions ou 2 ou 3 petits commentaires, ben, il y en a qui vont s'ouvrir et qui vont simplement dire « Ouais, ben, je ramasse des aliments, c'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. » Et puis, au fur et à mesure qu'on discute, ben là, on réalise que c'est un prepper, c'est un survivaliste, c'est un autonomiste, peu importe l'étiquette. Donc, lui, il commence. On va l'appeler, disons, Bobby. Bobby commence. Il a déjà la conscience qu'il faut avoir de la nourriture à la maison. Crise ou pas crise, ça, c'est déjà assimilé pour lui. Mais il est un peu maladroit dans sa manière de stocker la nourriture. En ce sens que, oui, il va stocker ce que lui mange et ce que sa famille mange, ce qui est absolument parfait. Mais il n'y a pas la notion du très long terme. Il va remplir son garde-manger, il va remplir ses congélateurs. C'est bien. Je ne critique pas ça. C'est très bien. Mais il va en avoir pour 3 ou 4 mois. Des aliments qui sont en conserve ou qui sont complets, congelés, ben, ça prend beaucoup de volume. Et c'est un volume qui est causé essentiellement par la présence de l'eau dans l'aliment. C'est normal, tout ce qui est vivant a besoin de beaucoup d'eau, aucun problème avec ça. Sauf que si on n'a que ça, ça prend beaucoup de volume. Et si on veut stocker pour 1 an d'aliments, on va vite rencontrer des problèmes. Surtout, par exemple, pour le congélateur. Le congélateur, lui, après plusieurs mois, si nos aliments ne sont pas emballés sous vide, ben les aliments, ils vont prendre l'odeur et le goût du congélateur. C'est moins intéressant. Ça n'enlève pas les valeurs nutritives, mais ça ne rend le repas crissement moins intéressant. Ensuite, il y a les autres aliments qu'on peut peut-être mettre en conserve. Ça, c'est bien, c'est un bon mode de conservation. Les conserves maison, je n'ai pas vu d'informations définitives là-dessus. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont des conserves qui durent 5, 6 ans, 7 ans, sans que le seau ne soit défait et que l'aliment reste dans des bonnes conditions de conservation. On parle d'un pot maçon, là, pour être plus précis. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait et mangé après 5 ou 6 ans. Quand j'ai déménagé, j'en ai trouvé. Tout me semblait très bien. Tout me semblait de la couleur que c'était à l'origine. Les seaux n'avaient pas été défaits. Mais je n'ai juste pas osé en manger parce que on était à 3 ou 4 jours de déménager. C'était pas le temps de prendre le risque de tomber malade. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai jeté. Mais c'était des conserves qui avaient 6 ans peut-être ou 7 ans. Et elles semblaient en bon état. Ce qui ne veut pas dire que l'aliment était bien préservé à l'intérieur, mais je croirais que oui, parce que j'ai rien vu. Il n'y avait pas de production de gaz, il n'y avait pas de décoloration, il n'y avait pas de mousse qui avait poussé à l'intérieur. Donc, je croirais que c'est possible. Mais ça veut dire travailler à stocker nos aliments dans le mode de conserve. Comme je disais, lui, il lui manque l'élément à long terme. Il aimerait pouvoir stocker 1 an de nourriture. Puis c'est bien, c'est parfait. Je l'encourage d'ailleurs. Moi, c'est fait depuis longtemps. Mais on ne peut pas stocker
pour 1 an, 2 ans, 3 ans de nourriture d'avance en n'utilisant que des conserves ou des congélateurs. Je vous l'ai dit, le congélateur, là, après 1 an et demi, là, les aliments qui sont là-dedans, là, ça donne pas trop le goût de les manger. Les conserves, ça va durer, mais j'espère que vous avez un énorme entrepôt, parce que si vous êtes une famille de 4 et que vous utilisez, disons, je sais pas moi, par exemple, ce que j'appelle ma soupe aux viandes, c'est un nom trouvé par mon garçon. C'est une soupe avec du steak haché dedans, et d'autres trucs, là, des légumineuses, des nouilles et tout ça. Et beaucoup de goût. Ben, ma fameuse soupe aux viandes, je prends des pots de, je pense que c'est 750 millilitres, non, 500 millilitres, si je me souviens bien. Mais ça en prend 2 pour nourrir ma famille un midi. Donc, c'est 2 par repas, fois 365 jours. Disons qu'on mangerait ça tous les jours. Ben, je peux vous dire que ça vous prend plus que 700 conserves pour un seul repas par jour. Puis il y a 3 repas par jour, habituellement. On n'est pas obligé d'en manger 3, là, on peut en manger 2, on peut en manger 4 plus petits. C'est pas important. Je me réfère aux habitudes qu'on a en Occident de manger 3 repas par jour. Ben, écoutez, quand on y pense, là, 700 fois 3, ça prend 2100 conserves de 500 ou 750 millilitres. Vous pouvez imaginer l'espace que ça prend. Ça, c'est pour 1 an. Et si vous ne mangez que vos conserves maison, évidemment. Il y a les conserves du commerce. Habituellement, ça ne sera pas suffisant pour nourrir 4 personnes. Moi, j'aime beaucoup le ragoût de boulettes cordon bleu, sans les patates, là, que de la viande, là. Et ça fait pour 4, à condition que on ait des nouilles à côté, des pâtes, qu'on ait quelque chose aussi pour fournir d'autres calories, parce que ce ne sera pas suffisant. Fait que c'est là que j'ai introduit chez lui, chez Bobby, l'idée d'avoir de la nourriture de stockage à très, très long terme, qui serait constituée essentiellement, 1, de sec, 2, de légumineuses et de féculents. Pourquoi les légumineuses et les féculents? Pour une maudite bonne raison. Si vous n'avez pas de viande et que vous avez besoin de toutes vos protéines dans une journée, les légumineuses en contiennent une partie et les féculents vont contenir la partie qui manque. Ou vice-versa, là, mettez-le dans l'ordre que vous voulez, ça ne change rien. Donc, si on stocke des 2, on s'assure d'avoir des protéines, des calories. C'est la base de tout. Est-ce que ça fait des repas équilibrés? Bien sûr que non. Mais ça vous permet quand même d'avoir quelque chose à vous mettre sous la dent. Ça, on va compléter avec des aromates, des herbes, des épices. Ça, c'est des choses que vous connaissez. La plupart des gens qui cuisinent un peu vont avoir 4 ou 5 sortes d'herbes ou d'épices, 10 au maximum, et puis ils vont vivre avec ça. Et généralement, ils vont acheter des petits formats parce qu'ils n'en passent pas beaucoup. Ça, c'est bien. C'est mieux qu'une claque sur la gueule, comme on dit. Mais c'est insuffisant pour faire une année complète sans devoir compter sur les supermarchés ou des approvisionnements récents et sans devoir compter avec la variété qui vient avec des approvisionnements récents et réguliers. Autrement dit, si les supermarchés ne sont plus alimentés, supermarchés, jeu de mots. Bref, si les supermarchés ne sont plus approvisionnés, voilà, c'est le mot le plus approprié, eh bien, vous allez vivre avec une très petite variété alimentaire et, pour tout dire, vous allez vous écœurer assez rapidement de ce que vous mangez.
vous allez être reconnaissant envers vous-même d'avoir de quoi manger. Aucun doute là-dessus. Surtout quand vous allez voir les autres maigrir autour de vous. Mais, vous aimeriez ça avoir un petit peu de goût différent. Alors, l'idée, c'est de vous stocker pour des réserves à long terme. Là. Si c'est pour des réserves 3 mois, vous pouvez très bien fonctionner seulement avec des conserves, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient maison ou du marché. Même chose pour les pâtes alimentaires. Bon, vous faites la rotation, vous allez être bien avec ça. Mais si on parle de 1 an et demi de réserve d'aliments, vous ne pourrez pas les utiliser à tous les jours, à moins que ce soit votre régime actuel. Du riz, des pâtes et des légumineuses. Là. Si vous en mangez 2 fois par jour, ça va. Si vous n'en mangez pas 2 fois par jour et que ça devient la base de votre alimentation plus tard, bien là, ça vaut la peine de les conserver pour une très, très longue durée. Parce que les aliments périment. Les aliments qui ne sont pas traités, qui ne sont pas conditionnés, vont perdre leur qualité nutritive, certains très rapidement et d'autres plus lentement. Une chose est sûre, si vous gardez des pâtes alimentaires ou des légumineuses chez vous, dans l'armoire, ben après 1 an ou 2 ou 3, ça va changer de goût et ça va changer de qualité nutritionnelle. Donc, on en arrive à un mode de stockage qui est éprouvé, qui préserve les qualités nutritives de vos aliments et qui les empêche de vieillir, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait vieillir les aliments? L'oxydation. Il n'y a pas que ça, mais c'est généralement l'oxydation qui va faire vieillir vos aliments. Et, miracle, on a une parade contre l'oxydation. Il s'agit simplement de retirer tout l'oxygène de l'environnement de stockage. Et pour ça, on a des solutions technologiques. Ça s'appelle du Mylar. C'est un emballage d'aluminium recouvert de 2 couches de plastique de qualité alimentaire. Vous en achetez, puis vous vous en rendez probablement même pas compte que c'est du Mylar. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les absorbeurs d'oxygène. C'est de la ferraille mélangée avec d'autres trucs pour accélérer une réaction du fer avec l'oxygène, pour que ça devienne de la rouille. Ben, sauf qu'au lieu de rouiller, c'est de la limaille de fer, en tout cas avec une coupe de trucs. Et au lieu de rouiller en 6 mois, ça va rouiller en 24 heures. Parce que les autres éléments qui ont été mis avec ça permettent une réaction plus rapide. Alors, vous remplissez vos sacs de Mylar, vous les mettez dans des seaux 5 gallons, 20 litres, et puis vous devez mettre le sac de Mylar avant. Là. Mais une fois que c'est rempli, vous enlevez le plus d'air possible en roulant le haut, et juste avant de refermer ça définitivement, vous mettez votre absorbeur d'oxygène, vous scellez au fer à repasser, et voilà, c'est terminé. Vous regardez ça le lendemain matin, vous allez réaliser que votre sac va s'être comprimé. Ça veut dire que l'oxygène a bien été capté par l'absorbeur d'oxygène. Et le pourcentage d'oxygène normal dans l'air, je pense que c'est 19,5 autour de ces eaux-là. Eh bien, si votre oxygène, s'il y a 20 moins d'éléments dans l'air qui se trouvent dans le sac, eh bien, ça va créer une sous-pression qui va vraiment faire coller le sac sur ce qu'il contient. Parce que la pression à l'intérieur du sac va être inférieure à la pression atmosphérique, étant donné qu'on a retiré un élément de cet air-là. Bref, ça c'est pour les descriptions sur la mécanique que ça implique. Mais toujours est-il que ce genre de conditionnement des aliments va vous permettre de les garder en bonne condition et avec toute leur qualité nutritive pendant au moins 25 ans.
Ça veut dire que si vous dépensez, disons, 500 en riz, en pâte alimentaire, en légumineuses de toutes sortes, et que vous trouvez que c'est beaucoup, considérant que ça vous servira peut-être jamais ou pas souvent, ben vous avez 25 ans pour l'utiliser. C'est pas comme si vous aviez seulement 6 mois ou un an pour pour manger vos réserves. Là, vous pouvez vraiment y aller avec l'esprit tranquille et savoir que s'il y a un pépin, vous ouvrez un sac et vous commencez à consommer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis là, ben, c'est le vieillissement. Mon Dieu, mon chien. Je sais pas ce qu'elle a. On dirait qu'elle ronfle, qu'elle renifle. Bon, en tout cas, ça doit être une sorte de COVID canin, là, ou une variole du pitou maison. On ne sait pas. Ben, non, t'es cute. OK. Donc, ça va vous permettre d'avoir tout le temps sous la main des aliments. Vous les mangez, puis une fois que votre sac est ouvert, ben, l'aliment continue son vieillissement là où il a été interrompu. Ça n'empêche pas tout vieillissement des aliments. Là. Il y a quand même des petites transformations qui se font à l'intérieur de vos aliments, mais ce n'est pas suffisant pour le rendre impropre à la consommation et ça ne fait pas baisser de manière notable les qualités nutritives de l'aliment en question. À l'époque, j'avais fait un article qui est intitulé 308,96 je ne sais plus trop quoi, là, et qui permettait de stocker des aliments pour supposément un an. J'avais trouvé ce plan-là quelque part. Je l'avais traduit, je l'avais présenté. Et à l'époque, j'avais bien précisé que c'était pas de moi, que je rendais à César ce qui était à César. Et ça me semblait un bon plan, mais je doutais que ça permette de durer un an. Alors, je suggérais de complémenter avec du riz, de la farine et des pâtes alimentaires, ce qui augmente vos calories et ça vous permet de pouvoir varier un petit peu. Par exemple, vous décidez que cette journée-là, ça va être un pain avec des légumineuses dans une sorte de purée à côté. Bon, ben voilà, vous avez tous vos éléments, vous mangez ça, tout est bon. Le lendemain, ça va être des légumineuses mélangées avec du riz, genre riz et faillot, là. C'est un plat qui est mangé par les classes pauvres de plusieurs pays et pourtant, ben, ça les maintient en vie. Surtout si vous avez des compléments. Ça, je vais y venir tout à l'heure. Ensuite, ben oui, ma belle bête. Ensuite, il y a d'autres combinaisons que vous pouvez faire. L'important, c'est d'avoir tout ce qu'il vous faut pour nourrir votre famille adéquatement. Maintenant, est-ce que c'est une alimentation qui est saine et complète et qui vous permet d'avoir tous les éléments nutritifs? Évidemment que non. C'est là que les conserves deviennent intéressantes. Les conserves du commerce ou vos conserves maison. Parlons de conserves du commerce parce que c'est plus facile. On va au supermarché, on achète des conserves, on les met à la maison dans une étagère, on écrit la date d'achat dessus pour être capable de toujours utiliser les plus vieilles avant de commencer à taper dans les réserves récentes. Et puis voilà, c'est fait, vous oubliez ça jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Bon, ces conserves-là, il est très suggéré d'acheter des aliments qui sont minimalement transformés. Tout à l'heure, je vous parlais du ragoût de boulette. Bien, ça, c'est un aliment qui a été très transformé. Mais c'est une exception parce que c'est une sauce de viande qui va se conserver dans des boîtes de conserve du commerce. Là. On peut parler de 50 ans de conservation pour la viande. S'il y a beaucoup de gras dedans, le plat, ou en tout cas le contenu de la conserve, va finir par goûter un peu rance. C'est pas intéressant pour le goût, mais les valeurs nutritives vont être là quand même. C'est le gras qui aura réagi avec le très peu d'air qu'il y a dans la conserve. Vous achetez des boîtes de tomates, vous achetez des boîtes de sardines,
Vous pouvez acheter des boîtes de légumes, genre de petits pois le sieur ou peu importe, des trucs qui vont venir complémenter ce que vous avez en nourriture sèche à longue conservation. Ça va vous donner une variété d'aliments qui est très intéressante, qui n'est pas comme si vous aviez une épicerie remplie avec des aliments pas chers, on s'entend. Mais vous allez avoir un gros avantage sur les autres qui, eux, n'auront rien. Ça vaut la peine d'y réfléchir 2 ou 3 minutes. L'autre chose aussi, c'est de stocker des compléments, des suppléments alimentaires, des multivitamines et des choses comme ça. Ça, malheureusement, ça ne se conserve pas aussi bien que des conserves ou que les aliments emballés dans du millard. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas gaspiller de l'argent, il va falloir que vous stockiez pour, disons, 1 an ou 1 an et demi de vitamines. On va appeler ça des vitamines. Ça peut être n'importe quel complément alimentaire aussi. Mais ça veut dire que vous les stockez pour 1 an et demi, et vous en consommez à chaque jour. De cette manière-là, vous vous nutritionnez, je ne sais pas si le verbe existe, vous vous nutritionnez correctement parce que vous avez en abondance de tout ce que vous avez besoin. Et en plus, vous passez ce que vous avez. Alors, vous ne devriez jamais avoir de vitamines qui seraient plus vieilles qu'1 an, 1 an et demi, si vous allez comme ça. Ça, les vitamines, certaines peuvent réagir beaucoup à l'air ou à la lumière, donc il faut faire attention avec ça. Ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Vous ne devriez pas vous rendre malade avec ça. Mais quand même, prenez-en tous les jours, c'est bon pour vous. Ça ne coûte pas très cher, surtout de la vitamine D, la vitamine C. Et ça va vous faire du bien. Et ça va vous maintenir en meilleure santé si jamais tout est peu disponible dans les magasins, dans les épiceries. Fait que ça, c'est les conseils que j'ai donnés à mon collègue Bobby. Et puis, on a dit qu'on allait discuter de ça ensemble quelque part au restaurant. Fait qu'on va retourner à l'Ermitage. C'est pas avec lui que je suis allé la première fois, mais je vais l'amener là parce que c'est un restaurant russe, puis c'est une manière de jeter des crottes de nez à tous les médias et à tous nos politiciens qui sont des ukrainophiles. Alors, si je fais un résumé à ce que vous connaissez comme stockage usuel de nourriture, c'est-à-dire frigo, congélateur et étagère, ou comme on dit dans les campagnes, la pantry, ça, c'est ce que vous faites tout le monde à chaque semaine ou 2 fois par semaine, c'est selon. Donc, à ça, vous rajoutez la notion d'éléments à longue conservation qui sont des aliments secs, emballés dans des sacs de millard et sacs desquels on va avoir retiré l'oxygène pour stopper le vieillissement des aliments ou leur altération. C'est tout simple. Si vous voulez, il y a vous allez pouvoir trouver des vidéos partout sur YouTube. Moi, malheureusement, j'ai enlevé mes vidéos sur le sujet, mais j'avais ouvert un mini-site, un mini-blog pendant la COVID, et je le mettrai là-dedans si je ne l'ai pas déjà mis. Il me semble que je l'ai déjà mis. Vous trouverez l'adresse indiquée juste en bas. Voilà, ça fait le tour. Pensez à tout ça. Puis si vous avez besoin de détails, il y a plein de gens qui font des vidéos. C'est pas très compliqué, donc c'est à la portée de tout le monde. Autant de le faire que de faire une vidéo pour l'expliquer. Je vous rappelle, ça s'appelle du millard, M-Y-L-A-R, des seaux de 20 gallons, et de 5 gallons, 20 litres, et des absorbeurs d'oxygène. Alors, ça clôt le sujet. On va se retrouver après la pause musicale, qui va être un petit peu différente de celle de la semaine passée. I see
Et oui, nous voici de retour avec une foule qui encourage Brandon, le fameux Let's Go Brandon. Ceux qui ne connaissent pas l'origine de cette histoire, c'est lors d'une course automobile, les gens se sont mis à crier Fuck you Biden. Tout le stade criait Fuck you Biden. Et il y avait une journaliste qui interviewait le gagnant de la course, qui s'appelait Brandon. Et la journaliste, probablement pour faire politiquement correct, elle a dit, ben, vous voyez, tout le monde vous encourage et crie Let's go Brandon. Alors, ça a été devenu le cri de ralliement de tous ceux qui sont opposés à Joe Biden. Et croyez-moi, ils sont très nombreux aujourd'hui. Très, très nombreux. Mais l'idée, c'est pas de faire de la politique et de dire à quel point un est pas bon et l'autre est bon. Ce n'est pas ça du tout. Je vous parle de Joe Biden parce que ces temps-ci, il est un peu dans l'eau chaude. Qu'il soit dans l'eau chaude, bon, ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être. C'est selon nos intérêts. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'analyse comparative de la réaction des grands médias. Au moment où je vous parle, le iCloud de Hunter Biden, le fils du président américain, a été craqué et publié. On peut voir toutes sortes de choses intéressantes et des choses vraiment dégoûtantes et révoltantes. Bon, ce qui fait de sa vie privée, ça le regarde. On sait qu'il y a amplement de drogue et de prostituées dans tout ça. Mais il y a aussi des images un peu troublantes avec des filles qu'on peut dire avec certitude qu'elles ne sont pas majeures. Et il y a des indications aussi que Joe Biden, le père de Hunter Biden, est un pédophile. C'est des affirmations de son fils. Il doit un petit peu savoir de quoi il parle, parce que lui-même a l'air d'en être un aussi. Ça, c'est le contexte. Vous vous rappelez, cette histoire-là était sortie pendant les élections, les dernières élections présidentielles, et ça n'avait pas trop roulé. C'était son ordinateur portable qui avait été envoyé en réparation. Le réparateur a vu des trucs dégueulasses dedans. Et il en a fait une copie et a envoyé l'original au FBI, c'est-à-dire le portable lui-même. Et bon, le FBI s'est assis dessus. Les médias en ont entendu parler. Est-ce que c'est le réparateur qui en a parlé? Est-ce que c'est je sais pas. C'est pas tellement important, mais de toute manière. Toujours est-il qu'il n'y a que le New York Post qui avait posté ça. Et les autres médias ont parlé de cette histoire pour dire que c'était pas vrai, que c'était pas sérieux, que c'était pas des preuves qu'on pouvait croire. Et bon, ils ont fait du damage control pour ne pas nuire probablement à la candidature de Joe Biden. Je dis probablement, là, mais je pense qu'on sait très bien de quel côté se rangent les médias aux États-Unis. Bon, cette histoire-là s'éteint parce que Biden a pris la présidence. Il est devenu le président, donc le chef de l'exécutif, donc le contrôle sur à peu près tout l'appareil gouvernemental américain, fédéral. Il y a quelques mois, cette histoire-là est ressortie. Et là, quelques journaux qui ont dit non, c'était des faux, non, c'est pas vrai, non, c'est... Enfin, qui ont protégé le président Biden, qui était alors candidat à l'époque. Eh bien, ces journaux et ces médias sont revenus pour dire, ouais, bon, OK, oui, on trouve que c'est probablement vrai ce qu'il y a là-dedans. Et là, bon, ça traînait, il n'y a toujours rien qui se passait. Et là, on écoule encore quelques mois et on arrive à maintenant. Et maintenant, il y a des gens qui ont hacké le iCloud de Hunter Biden et ils ont tout extrait. 450 gigs ou
je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, il y a du stock. Il y a énormément de stock. Et c'est là qu'on voit des photos qui indiquent de la pédophilie, beaucoup de prostitution, beaucoup de nudité, beaucoup de drogue consommée et des informations qui permettent d'établir un lien entre les activités commerciales et d'affaires de Hunter Biden et le père Joe. Et ça démontre que le père était parfaitement au courant des activités financières et commerciales de son fils en Ukraine, dont les labos secrets qui ont été mis à jour, si vous voulez, par les Russes lorsqu'ils sont entrés en Ukraine. Le traitement des médias jusqu'à présent est un peu pathétique. Parce que même s'il y a eu 2 ou 3 médias importants qui ont dit oui, il y avait peut-être quelque chose de vrai là-dedans, il demeure que tous les médias sont en énorme damage control. Et reportez-vous quelques années auparavant, il suffisait qu'une porn star, là, c'est quoi? C'est une personne qui est payée pour baiser avec d'autres personnes. Et beaucoup d'entre elles sont aussi à leur compte. C'est-à-dire, elles ne baisent pas pour un film, mais elles baisent pour un client particulier. OK, c'est quelqu'un qui est payé pour dire Me love you long time. Vous voyez. Donc, elle était sortie dans les médias pour dire oui, j'ai couché avec Donald Trump. Et bon, elle a donné des détails anatomiques qui étaient à peu près impossibles de vérifier. Et finalement, ça s'est réglé devant les tribunaux où les tribunaux ont reconnu qu'elle avait tout simplement médit, fait de la diffamation. Et ils l'ont condamné à payer des dommages à Donald Trump. Mais ça a fait la une des médias pendant très longtemps. Donc, c'est une personne de moralité douteuse qui fait une affirmation gratuite et automatiquement, les médias vont la croire sur parole. Là, on a de l'autre côté des journalistes du New York Post qui sortent des informations. Des journalistes qui sortent des informations, si elles sont fausses, ils risquent leur carrière, même si j'ai une très faible estime pour les journalistes en général. Qu'on peut supposer qu'ils ont prévu d'assurer leurs arrières. Ben, personne n'y croit. Imaginez à l'époque du Watergate, il y avait les 2 journalistes qui ont sorti d'affaire. Imaginez si tous les médias des États-Unis s'étaient mis à dire « Ah, c'est pas sérieux votre affaire. Vos preuves sont pas bonnes, même après avoir montré les preuves. Et puis, c'est une fausse histoire. » Imaginez ça. Vous pouvez voir l'immense différence de traitement selon qu'il s'agit de Joe Biden ou de Donald Trump. Comment ça s'appelle tout ça? Parce que, bon, on a vu pendant toute la présidence de Donald Trump que les médias étaient systématiquement contre lui. Et ça m'arrivait d'écouter même des médias d'ici, puis des gens, même dans des émissions culturelles ou des émissions de divertissement d'après-midi, à Radio-Canada, où chaque invité qui arrivait, qui venait parler de son livre, de son spectacle, ou de n'importe quoi, se sentait obligé de pousser une craque contre Trump. C'était épouvantable. C'était épouvantable comment tout le monde dans le monde des médias était acharné à vouloir taper sur Donald Trump. Sans preuve, parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais rien qui a été démontré, surtout ce qui a été allégué. Tout tombe toujours à l'eau. Joe Biden, on a des preuves solides, pas un mot. Ça fait 2 jours là, que c'est sorti cette histoire-là. Et il n'y avait toujours rien sur le site de la presse ou sur le site de Radio-Canada. Il y a, de toute évidence, une collusion chez les médias.
vous pouvez voir chez les médias canadiens, en tout cas du moins québécois, qu'il y a certains sujets qui ne seront jamais abordés. Par exemple, en Ukraine, le fait que les forces ukrainiennes bombardent leurs propres civils dans le Donbass pendant 8 ans. Et depuis que les Russes sont arrivés, sur les dernières villes que les Russes viennent de prendre. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est des Russes ethniques qui se trouvent là et les Ukrainiens ethniques ont la haine profonde des Russes, même de leurs concitoyens qui n'ont jamais eu la nationalité russe, qui ont toujours été ukrainiens, qui sont nés en Ukraine. C'est pas grave. C'est un peu comme les nazis face aux Juifs. C'est le même type de haine. Et pas tout à fait le même traitement, là, mais pas très loin. Ça, on n'en parle pas ici. On commence à peine à en parler en Europe. On n'en parle pas beaucoup aux États-Unis. Parce que il faut être unanime en faveur de l'Ukraine. Si on n'est pas en faveur de l'Ukraine, on est juste des sales nazis. Or, il faut mentionner que c'est l'Ukraine qui a des partis d'inspiration nazie, qui a des unités d'idéologie nazie qui sont intégrées dans les rangs de l'armée. Et ils ont des partis nazis, ils ont des organisations néo-nazies où des camps d'été sont organisés pour l'endoctrinement des enfants. Il y a beaucoup de symboles nazis un peu partout, soit dans les centres commerciaux, soit dans les noms de rues, soit dans des décorations sur des maisons. Mais les nazis, c'est Poutine et ses soldats. Enfin, si tous les médias tiennent le même discours et que tous les médias passent sous silence des choses qui sont primordiales, qu'est-ce que ça dit sur les médias? Est-ce que ça dit qu'ils font partie d'une énorme conspiration? Est-ce que ça dit que par le plus grand des hasards, ils ont tous la même pensée en même temps sur les mêmes choses? Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui sont terre à terre et qui sont prêts à soutenir ou à passer sous silence n'importe quoi du moment que ça serve la bonne cause? Toutes les réponses sont possibles, mais certaines sont meilleures que d'autres. C'est comme, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs Young Global Leaders qui soient à la tête de pays occidentaux et qui adoptent les mêmes mesures. Par exemple, ces temps-ci, aux Pays-Bas, le gouvernement a décidé que 30% des émissions d'azote doivent être réduites. Ça veut dire l'abattage de 30% du cheptel de tous les Pays-Bas et la fermeture d'à peu près 30% des fermes. Bien, bizarrement, Trudeau a le même projet ici. Je l'ai découvert aujourd'hui. Il a le même projet. Il va introduire une loi pour faire réduire les émissions d'azote et de tout ce qu'on veut. En Pologne, en Allemagne, en Italie, ça manifeste aussi. Parce que figurez-vous qu'ils ont le même plan en Italie. C'est quand même extraordinaire que des gens qui font partie d'une même organisation transnationale, qui a des buts de transformer le mode de vie des gens, qui a pour but de dire ce qui est bien et mal. Ces gens-là sont tous là au pouvoir en même temps. Ils font tous les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils appliquent un agenda qui ne vient pas du pays dont ils sont le chef de gouvernement ou le chef d'État. Ils appliquent un agenda qui a été dicté par une organisation privée étrangère, le Forum économique mondial en l'occurrence,
avec son gourou Klaus Schwab. Et c'est le plan qu'ils appliquent à leurs pays respectifs. Or, que je sache, le plan du Parti libéral du Canada était le plan du Parti libéral du Canada et non pas la plateforme électorale. C'était celle du Parti libéral et non celle du World Economic Forum ou du Forum économique mondial. C'est pas grave, même si ça n'a pas été présenté à la population, même si l'intégralité du plan n'a pas été soumise au vote, c'est pas grave parce qu'ils ne travaillent pas pour les peuples qui les ont élus, mais pour accomplir la volonté d'un gourou étranger avec un plan très funeste. Et les médias là-dedans, ben ils suivent. Ils suivent. Tout comme ils ont suivi pendant la COVID. J'avais regardé quelques conférences de presse au début. Bon, OK, ils posaient des questions sur comment les choses allaient fonctionner. Et puis là, avec le temps, ben, les conférences de presse étaient devenues une sorte d'institution. J'ai assez vite cessé de les regarder. Mais de temps à autre, je regardais pour voir si le ton avait changé. Et non. Les journalistes ne posaient pas des questions qui pouvaient remettre en question les décisions gouvernementales. C'était juste des questions sur comment vous allez implémenter ça. Quel est votre plan? Comment vous allez déployer la mesure X ou Y? Et non pas, est-ce que c'est très approprié de déployer la mesure, sachant que blablabla. Bref, ils n'ont fait à peu près aucune remise en question. Ce n'est que récemment, à peu près en même temps que les partis politiques au Québec se sont mis à s'éloigner du gouvernement Legault, parce que les élections s'en viennent, ce n'est qu'à ce moment-là que les journalistes ont très timidement commencé à poser des questions qui pouvaient être embarrassantes. Dans tous les cas, nous, je dis nous, ça c'est des gens qui s'informent ailleurs que dans nos médias. Ben, aussi dans nos médias, là, je vais sur le site de la presse, je vais sur le site de Radio-Canada, de CTV, bon. Mais je vais aussi sur d'autres sites à l'étranger et sur des sites scientifiques, sur toutes sortes de sites. Et puis là, ben, on réalise que, par exemple, au UK, Royaume-Uni, 90% des hospitalisations, ce sont des gens vaccinés. De même que 90% des mortalités. Et les gens non vaccinés sont beaucoup plus nombreux. Je pense que c'est de l'ordre de 30% à peu près. On observe aussi qu'en Hongrie, à Hong Kong et 2 ou 3 autres pays, dont le Royaume-Uni, le taux de natalité, en Allemagne aussi, le taux de natalité a baissé drastiquement. On parle de 24-25% de baisse, jusqu'à 28% de baisse. Et c'est crissement inquiétant. En termes de variation, là, c'est presque impossible d'avoir des résultats comme ceux-là. Pour avoir ça, il aurait fallu, par exemple, qu'il y ait eu une guerre et que le quart des hommes ait été tué au combat. C'est à ce niveau-là, là. Est-ce qu'on en parle dans les médias canadiens? Non. Non. Il y a des questions à se poser. Si vous vous contentez des médias que vous avez au Québec, vous ne pouvez pas vous dire informé. Vous pouvez vous dire formaté, mais certainement pas informé. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous offre facilement, gratuitement, tout mâché, prêt à avaler. Ne faites pas ça. Je sais que je prêche probablement à un public déjà converti, mais c'est simplement pour vous démontrer
avec quelques exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire le traitement à Trump, le traitement à Joe Biden et le traitement COVID, le traitement du sujet COVID. On se fait cacher des informations délibérément. Pourquoi? Pour maintenir un certain état d'esprit dans la population et tout simplement lui faire accepter tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pourrais en parler longtemps parce qu'il n'y a pas juste la question COVID, il y a bien d'autres sujets, mais vous voyez l'idée. Et quand je parlais la dernière fois de l'environnement du prepper, son ouverture à l'environnement, c'est aussi comparer les sources d'information et à un moment donné se dire pourquoi toute l'information qui vient de tel pays ou de telle province ou de telle région est formatée d'une manière à ne pas tenir compte d'un sujet et de survaloriser un autre sujet. Alors qu'ailleurs sur la planète, les mêmes sujets sont traités à peu près également. Déjà, ça devrait soulever des questions chez les preppers. Et à partir de là, vous pouvez vous dire, pourquoi mes médias régionaux à moi? À moi, on s'entend là. Pourquoi ceux qui couvrent la zone que j'habite ou la région que j'habite? Pourquoi ceux-là me tiennent dans l'ignorance de faits qui sont éminemment publics ailleurs? Et c'est là que vous pouvez commencer à vous dire conspirationniste. Parce que si vous ne le faites pas, croyez-moi, les autres vont le faire. Parce que, écoutez, les chefs d'antenne de Radio-Canada, TVA et compagnie, ils disent que la vérité, ceux qui n'y croient pas devraient tout simplement se fermer la gueule et aller retirer en enfer. C'est à peu près au même niveau de croyance. Bon, ben, c'est pas très joyeux. On va arrêter ça ici. Ça fait presque... ça fait 1 heure. Ben, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. J'espère que vous serez là la prochaine fois aussi. Je vous remercie. Soyez prudents. À la prochaine.